Au programme de la 12e journée, Boisflé va rencontrer la FAD, la Estanda va rencontrer le CO Korogo, Bassam sera confronté à l'Africa Sport, la SOA sera face au Stella, Gagnoa face au Seaway Sport de San Pedro, la JCAT affrontera l'ASEC Mimosa et l'Asie d'Abangourou bouclera la marche contre Dengele. On passe à présent à... On reste toujours au niveau du sport, bien évidemment. Vous êtes à Lundi Sport. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit qu'on était content de vous avoir? J'espère en tout cas. À la faveur donc de la visite du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, dans la région du Béké, les deux stades de Boaké ont fait peau neuve et ont été dotés d'équipements favorisant la pratique du sport, de jour comme de nuit. Suivons ensemble le reportage signé Kader Sogodogo. Le stade de la paix de Boaké, ouvert en 1984 à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire, était dans un état lamentable. Coupure d'eau et d'électricité, gradins et bureaux en ruine, tel était le visage peu reluisant de ce temple du sport de 25 000 places strictes situé en plein cœur de la région de Boaké. Tout ceci est désormais un vieux souvenir. Grâce au programme présidentiel d'urgence PPU, le stade de la paix de Boaké a retrouvé sa splendeur à la grande joie de ceux qui y sont au quotidien. Merci au président de la République qui nous a permis de retrouver l'envie de travailler dans un cadre vraiment meilleur. Tous rêvent de voir des rencontres officielles s'y jouer en soirée grâce aux projecteurs qui éclairent parfaitement le stade. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Le stade Omnisport de Boaké, communément appelé ancien stade, a également bénéficié des bienfaits du PPU. Il ne reste plus qu'aux autorités politiques, aux cadres et aux sportifs de Boaké de se mettre ensemble pour réveiller des clubs comme l'ASCB ou encore l'Alliance Football Club de Boaké qui gisent dans un coma profond. Pour l'heure, ce sont le club Omnisport de Korogo et le Dengele d'Odiné ainsi que quelques personnes qui pratiquent le sport pour entretenir leur santé, qui profitent de ces deux stades en état de grâce, alors que Boaké a été le point de départ de nombreuses gloires. Est-ce qu'un stade neuf peut donner envie de revenir comme ça au devant de la scène footballistique? Mais tout à fait. Boaké, vous savez que c'est quand même reste Boaké. Boaké a produit de très grands joueurs. Et puis aujourd'hui, avec cet acte posé par le président de la République, il faut exploiter au maximum possible ce stade. Il ne faut pas laisser ce stade mourir, parce que c'est ce que nous avons l'habitude de voir. On va jouer quelques matchs et puis on n'entretient pas. Tout est une question de maintenance. Comment faire pour entretenir, pour laisser longtemps ce cadeau offert par le président de la République? C'est là le problème. Il ne faut pas aller arracher les robinets et puis aller chez vous avec. Il ne faut pas tout détruire. Et puis on va dire, bon, mais on attend encore la visite du président de la République. Non. Maintenant, il faut en tout cas entretenir le peu que vous avez pour qu'à Boaké, il y ait encore de grands joueurs. Tant qu'il y a ces genres de stades, avec une certaine beauté, avec des infrastructures en tout cas solides, les joueurs ont envie d'aller jouer. Quand vous allez jouer vous-même, vous ne vous salissez pas. Quand vous ressortez, vous êtes à l'aise, vous êtes heureux. Mais quand vous allez dans un stade où les poteaux électriques même vous donnent envie de ne même pas vous déshabiller, eh bien, c'est triste. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec ce que le président de la République a laissé, il n'y a pas de raison que le CO Korogo et puis les clubs de Boaké... Fatima, ne posez même pas la question. Je regardais tout à l'heure, il y a la pelouse à revoir. Et ça, ce n'est pas encore le président de la République qui va venir faire ça. Bien entendu. On a mis à neuf les gradins, le stade et tout. C'est les occupants du stade. Je crois qu'il y a un gardien. Il faut maintenant donner les moyens pour pouvoir entretenir la pelouse. Mais, à côté de cela, on a dit qu'il y a des gens qui entretiennent leur santé. Boaké est un vivier du basketball. On a regardé tout à l'heure, ça ne ressemble à rien. On a vu un terrain de basketball d'un autre âge. Il faut repenser. Le commentateur, il a dit stade omnisport de Boaké. On a montré le football, mais l'exemple doit être, les autorités doivent pouvoir reprendre le relais pour pouvoir aider ou bien pouvoir compléter et terminer le stade omnisport de Boaké, qui comprend d'autres aires de jeu.
surtout le handball. On sait ce que les Namama ont donné à la Côte d'Ivoire parce que ces grandes joueuses de handball venaient de Boaké. Et donc je pense qu'il ne faut pas laisser les autres disciplines. Non, il faut prendre le relais, pour pouvoir entretenir ou bien renouveler carrément les autres aires de jeu. Allez, on y croit, on espère que tout va rentrer dans l'ordre petit à petit, certes, mais au fur et à mesure. Dans tous les cas, nous allons repartir à Boaké. On va vérifier ce qui se passe. On va rentrer partout pour voir si ce que le président a donné comme moyen et qu'on a réaménagé, est-ce que ça est là? Est-ce que c'est vraiment S'ils ont enlevé quelque chose, on va venir montrer ça encore à l'antenne ici pour dire au président que voilà ce qui se passe. Alors messieurs, pour clore ce chapitre Ligue 1, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour redonner envie aux supporters de repartir dans les gradins et de suivre un match? Mais moi, d'abord, je ne suis même pas d'accord avec ceux qui disent que c'est parce qu'il n'y a pas de spectacle qu'on ne va pas au terrain. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont s'asseoir devant leur écran pour regarder le championnat, la Première Ligue? Pourquoi? Mais là aussi, il y a des équipes qui occupent la dernière place. Mais là-bas, les supporters se disent quoi? Il faut encourager les joueurs. Il faut encourager l'équipe. Si vous êtes assis chez vous, vous ne devez pas critiquer celui qui est au terrain en train de jouer. Allez au terrain à ce moment-là, quand vous cotisez et que les clubs et que les joueurs ont un peu d'argent pour repartir chez eux, mais vous avez ce droit. Mais aujourd'hui, quand un match fini, c'est peut-être 1500 ou bien 3500 de partage entre les équipes. Et vous êtes assis à la maison, vous dites non, les joueurs jouent mal, ils ne jouent pas bien, on n'a pas un bon spectacle. Non. Avec quoi vous voulez qu'ils vous donnent ce spectacle? Il faut des moyens. Allez au stade, ne restez pas chez vous pour critiquer ceux qui travaillent. Celui qui ne travaille pas, il doit se taire. C'est tout. Moi, je donne vraiment chapeau aux supporters de la SEC et de l'Africa. Malgré les difficultés de l'Africa, vous voyez, ces braves dames-là, les Amazones, sont toujours là, présentes au stade. De même, ils grognent, mais ils sont au stade. Ils sont au stade. À SEC Africa, franchement, vous l'avez vu, on a dit, le match à SEC Africa s'est joué dans les gradins. Ouais. Et c'est parce que les supporters étaient là. Les joueurs ont besoin d'avoir de la chaleur autour d'eux. À l'entraînement comme au match, des supporters et des gens qui viennent vraiment, de véritables supporters, qui viennent apporter un plus à l'équipe. Ne pas détruire en envoyant des problèmes de personnes autour de l'équipe et qui détruit tout. On est pour tel joueur, on entretient tel joueur par rapport à un autre et ça divise l'équipe. Au sein de l'équipe, dans les vestiaires, ce sont des difficultés. Et quand ils arrivent sur le terrain, ça se sent tout de suite. Il y a des problèmes entre les joueurs. Le joueur de l'Africa a dit on joue, mais on n'a pas d'attaquant. Je pense que dans le mercato, on va recruter des attaquants pour nous. Ça veut dire que ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils savent déjà, en eux-mêmes, qui n'ont pas d'attaquants. Ils vont aller jouer défendre, simplement. Ils ont besoin de chaleur, de vrais supporters, des gens vraiment qui portent le nom de supporters pour pouvoir... Ceux qui payent, qui payent les cartes et les cotisations autour de l'équipe. On est vraiment outrés de voir que malheureusement, ce problème de supporters ne se passe pas qu'en Côte d'Ivoire, mais partout en Afrique. Et justement, ça nous permet de parler du CHAN 2014 qui a ouvert ses portes depuis le samedi 11 janvier. Et même pendant le CHAN, on a des stades vides. Mais on va vous parler d'abord du match qui opposait le Ghana au Congo-Brazzaville. Les matchs de la poule C se jouaient ce lundi. Vous avez pu assister au match parce qu'il était quand même en direct sur RTI 1. Mais Salif Ouattara a quand même tenu à faire un résumé, rien que pour vous. Comptant pour les matchs de phase des poules, Ghana-Congo-Brazza était le premier match de la poule C. Dès l'entame du match, les Black Stars assiègent la défense des Diables Rouges. Le portier congolais Massa Chancel résiste aux assauts ghanéens jusqu'à la 34e minute où Théophilus Anoba tente une percée dans la défense. Son tir est contré et surprend le gardien congolais. 1-0 pour le Ghana. En seconde période, le jeu est équilibré. Les Congolais tentent le tout pour le tout, mais ils ne parviennent pas à arracher le match nul. Pour son entrée dans la compétition, le Ghana se positionne comme le leader du groupe C en gagnant par le plus petit score. Le deuxième match du groupe C, Libye-Éthiopie, qui s'est joué il y a quelques heures, a été sanctionné par 2-0 au profit des Libyens. Le premier but inscrit par El Moutassem dès l'entame du match à la 40e minute. Le deuxième but est celui de Abdel Salam Oumar
intervenu à la 83e minute. La Libye est donc première du groupe C, suivi du Ghana, tous deux avec 3 points. Le Congo-Brazzaville et l'Éthiopie ferment la marche avec 0 point. Messieurs, je vais vous donner l'opportunité de réagir donc sur ce groupe C, Libye, Éthiopie, Congo-Brazzaville, Éthiopie. Bon, Libye, on va parler de la Libye. De ce qui se passe en Libye, on n'a pas d'incidence sur le sport là-bas. Ouais. C'est une bonne chose. Je pense que le sport, le football notamment, pourra rapprocher le peuple libyen et apporter un peu plus de paix. Donc la Libye réagit bien dans le CHAN. On l'a vu à la dernière CAN. La Libye a titillé les grandes équipes. Et je pense que c'est bien que cette équipe-là soit à ce niveau-là de la compétition dans ce CHAN. Sébastien? Bon, pour le moment, c'est un début. Hein. C'est un début avec des équipes qui réagissent positivement. C'est maintenant qu'il faut prendre des points et puis espérer passer au deuxième tour. Saluons la performance de la Libye. Ce n'était pas évident avec ces difficultés. Mais déjà bon, de participer. Bien entendu, il faut saluer quand même cette victoire. Alors, si vous n'étiez pas devant vos écrans lors du match, on vous retransmet spécialement pour vous les temps forts de ce match. Ce troisième CHAN, le premier pour l'Éthiopie. Attention à cette attaque, ce sont les Libyens. L'archevêque de réparation avec cette frappe. Ouverture du score de la Libye sur la deuxième frappe de la rencontre. Et quelle frappe et quel but de la part des Libyens. Et c'est Salama qui le marque. Une super frappe vraiment qui n'a laissé aucune chance au gardien en pleine lucarne. Voilà la Libye qui, sur sa deuxième attaque, fait mouche. On voit cette accélération foudroyante dans la surface de réparation. La frappe au premier poteau, le gardien est complètement battu. C'était plus un centre-tir de la part de Abouchnaf. C'est Abouchnaf qui marque, c'est pas Salama, c'est bien Abouchnaf, le voilà, qui lève les bras au ciel. Et but pour la Libye d'entrée de jeu, la Libye de Clemente, qui mène donc ici 1-0 face à l'Éthiopie. Un but signé Mohamed. Avec Fettori. Mohamed à nouveau qui accélère, qui a du champ. Ça va être difficile. Le centre, oh il s'est trouvé le défenseur éthiopien, ballon pour Omar qui signe le deuxième but, le but du break inscrit par Omar qui s'est joué de la défense, une défense éthiopienne pour le moins passive sur cette action. Le centre il est resté sur place, c'est dégoût et après Omar a fait le travail, voilà un petit crochet extérieur pour se mettre sur son bon pied, la frappe qui est venue tromper Tasseour. 2-0 désormais pour la Libye alors qu'il reste moins de 10 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. On revoit c'est Aïlou qui est passé au travers et encore une fois au travers et la frappe d'Omar imparable. Voilà le 2-0 signé Omar, la Libye qui mène. On part à présent avec le groupe B, match nul entre Zimbabwe et le Maroc, 0-0. L'Ouganda a battu le Burkina Faso par 2-1. Résumé, Salif Ouattara. Logés dans la poule B du CHAN 2014, les Marocains ont croisé le fer avec les Zimbabwéens lors de la deuxième journée de la compétition. Les filets de l'Athlone Stadium du Cap n'ont pas tremblé. Les Warriors ont tenu en échec les Lions de l'Atlas à maintes reprises. 3 fois, Mouchine Lajou et ses coéquipiers ont manqué le cadre du portier zimbabwéen Georges Chigoya. 0-0, le match aurait mérité un score plus généreux. L'autre affiche de la poule B, Ouganda-Burkina Faso, s'est soldé sur un score de 2-1 pour les Ougandais. 2 buts de belle facture du jeune attaquant Younous Santamo. Avec cette victoire, l'Ouganda prend la tête du groupe B avec 3 points, devant les Marocains et les Zimbabwéens 1 point chacun, tandis que les Burkinabés pointent provisoirement à 0. Alors, on est de retour sur le plateau. Le CHAN continue sur les antennes, bien sûr, de la RTI, RTI 1, RTI 2. Nous aurons donc l'opportunité de revenir. On parle à présent d'athlétisme et on reçoit sur notre plateau 2 invités. Alors, monsieur Ralph Mouchbahani, est-ce que j'ai bien prononcé? Absolument. Ah, je suis contente. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et vous êtes accompagné de monsieur Djigiba Draman. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien?
Ça va, madame. Alors, on est ravis de vous recevoir sur notre plateau, bien évidemment. Avant de vous recevoir, on va d'abord voir en image Sébastien Wognet. On va parler un tout petit peu de ce séminaire de formation. Bien entendu, au niveau de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, on veut avoir quelques médailles pour l'année 2014. Et avant d'avoir les médailles, il faut former ceux qui peuvent former ces athlètes, aller donc à la recherche de ces médailles. Donc, c'est le but de ce séminaire de formation qui a démarré il y a quelques jours déjà en Côte d'Ivoire au stade Félix Houphouët-Boigny. Alors, pour atteindre donc ces objectifs, la Fédération ivoirienne d'athlétisme a tenu un point de presse. On va voir le résumé signé Sébastien Wognet. La conquête de médailles cette saison demeure l'objectif majeur de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, ce qui suppose qu'il y a des athlètes prêts et compétitifs. Mission difficile mais pas impossible. C'est pourquoi le président Nicolas Debremont a initié ce séminaire de formation des encadreurs de ligue. L'animateur n'est autre que l'Allemand Ralf Mouchbahani. Une initiative saluée par le ministère des Sports à travers son directeur général, Sekongo Kafalo Daouda. Nous devons pouvoir former des cadres pour que, comme autrefois, nous avons eu des athlètes, je peux les nommer ici, vous prenez les Gaoussou Kone, les Meïté, c'est des gens qui ont été formés sur place. On n'avait même pas les conditions que nous avons aujourd'hui. Mais nous disons, avec la formation, avec une approche plus dynamique dans ces cadres-là, nous pouvons avoir des médailles et beaucoup de médailles, surtout dans l'athlétisme, qui est la base du sport. Ralph Mouchbani compte enrichir le niveau des encadreurs de ligue, ce qui, bien entendu, favorisera la formation de base et permettra à la Côte d'Ivoire de s'offrir le maximum de médailles. Alors, on a la chance de vous avoir donc sur ce plateau ce soir. Dites-nous, c'est quoi votre solution pour aider l'athlétisme ivoirien? Solution, c'est peut-être trop dit. Je contribue un tout petit peu à cette solution-là. C'est le gouvernement allemand qui a ces programmes de formation, qui les offre aux pays au niveau du développement. Et la Côte d'Ivoire, on a fait une demande. Et voilà, nous sommes là pour former, pour mettre à jour, pour approfondir un tout petit peu les connaissances et pour aider la fédération à réaliser les buts qu'elle-même s'est donné. D'accord. Voilà. Alors, entre autres buts, vous êtes là sur notre plateau, on va profiter. Quels sont les buts que la fédération s'est fixés pour 2014? Dire 2014, c'est trop tôt. Ce sont des projets à long terme. Donc, 2014, il y a des projets assez courts, mais c'est uniquement sur... Mais on peut en parler quand même, ça permettra quand même d'informer justement la population sur ce qui est en train de se faire. D'ailleurs, quand je vous parle de 2014, vous avez par exemple les journées nationales de détection que vous allez lancer. Oui, exactement. Ça, c'est un événement qui va se passer le samedi 19 janvier à Yamoussoukro. C'est un événement proche. Nous avons 78 jeunes qui ont été sélectionnés au sein de 12 régions. Il faut dire que nous sommes partis d'abord d'un effectif assez grand. Les 12 régions, il y a eu au moins 500 à 800 jeunes par région. Ça nous a donné un total peut-être de 8 000 à 10 000 gosses. On a fait le tri et finalement nous sommes retrouvés avec 39 filles. Il y a de la bonne graine dans ce que vous avez retenu? Oui. Les temps sont relativement bons. Enfin, quand même, il présente de bons atouts. D'accord. Alors, monsieur, je me retourne vers vous. Quel sera votre programme, bien sûr, lors de votre présence à Abidjan? Voilà, le programme, comme j'avais dit, d'approfondir ces connaissances-là aux entraîneurs, de leur donner sur les différents niveaux où ils sont actifs, de leur donner les informations, de transférer plutôt la connaissance théorique dans des pratiques, c'est-à-dire de savoir, de comprendre quoi faire, comment faire, pourquoi faire, quand faire quoi, à quel âge faire quoi, pour ensuite aider à développer. Alors ça va de le développement de l'athlète, ça continue par une planification, ça s'étale sur planifier un microcycle, ça va sur les connaissances de base, les composantes de la performance comme la vitesse, l'endurance, la force, ainsi de suite. Alors c'est sur tous ces domaines-là, sur tous ces thèmes-là, j'ai donné des informations, des connaissances, surtout c'est de la théorie appliquée, c'est-à-dire quoi faire
pour pouvoir ensuite réussir. Est-ce que ce que vous avez vu avec ces formateurs-là, vous avez espoir que quelque chose peut changer? Moi, je dirais, ont-ils été attentifs et réceptifs? Oui, ce qui est très bien, d'abord, c'est qu'il y a eu de toutes les régions de la Côte d'Ivoire des formateurs présents, participants, ce qui est excellent, ce n'est pas évident. Et deuxièmement, je crois que si déjà ils viennent, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés. Alors je dois être toujours positif et je suis positif, sinon je ne viendrai pas. Alors vous, samedi, vous serez donc à Yamoussoukro. Alors ces athlètes-là, vous allez retenir combien finalement? Bon, ben, vous savez, il y a d'abord le centre qui est là. Donc le nombre d'athlètes qu'on va retenir n'est pas encore défini, puisqu'il y a des critères pour être retenus. Nous avons un gros échantillon, nous avons un échantillon de 78 personnes. Il se peut que personne ne soit retenu. Ça va dépendre des performances. Parce que si personne n'est retenu, ça suppose que les entraîneurs de ligue ne travaillent pas bien. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas bien. Tout le monde ne peut pas échouer. Ça veut dire qu'il y a certainement des insuffisances. Mais le principe de cette détection, la finale, les enfants ne seront pas retenus directement au centre. Les enfants vont d'abord, c'est une finale, ils auront des médailles, ils auront des coupes, et à la suite, les enfants vont retourner dans les villes d'origine pour finir tout ce qui est technique, coordination, et revenir à la grande finale des jeunes à Abidjan. Et c'est à la suite de cette finale-là qu'on va retenir certains pour le centre. Sinon, la finale de Yamoussoukro n'aboutit pas directement à l'entrée dans le centre. D'accord. Formation à long terme, vous nous avez dit combien de temps exactement? Formation à long terme, si vous voulez former un athlète de haut niveau, il vous faut au moins 8 à 12 ans. D'accord. Il faut bien commencer un jour. Il faut bien commencer un jour. Donc on commence aujourd'hui. Nous avons commencé. D'accord. Alors on va quand même vous demander de nous dire un dernier mot avant de vous laisser partir. Oui, voilà, comme je répète souvent ce que l'ETN a dit, c'est l'important, c'est d'avoir ces formateurs-là dans les différentes régions, parce que c'est eux les multiplicateurs, c'est eux qui vont transférer ces connaissances-là sur le terrain, et qui vont travailler avec ces enfants-là, que ce soit les jeunes, que ce soit après des athlètes un peu plus confirmés, mais en fin de compte, c'est pour ça que c'est tellement important qu'il y ait ce grand nombre de participants. J'étais étonné de trouver 40 participants de toutes les régions. Alors je crois le premier pas a été fait, et je crois qu'on peut être assez positif et optimiste envers l'avenir. On peut être positif. Alors, on va continuer bien évidemment à dérouler notre conducteur et on va partir avec à présent le tournoi d'Iedrissa. Voilà, exactement. On part avec un élément vidéo et on se retrouve juste après. Un élément signé Daniel Kouebi-Koualou. Ils étaient plus de 300 enfants issus des centres de formation Hall des sports de Trècheville pour participer au tournoi de basketball parrainé par l'ancien international d'Iedrissa. Chez les hommes, ce sont les équipes du MBBC en bleu et GBC qui se sont retrouvés en finale après une longue journée. Les jeunes ont voulu montrer aux plus anciens qu'ils avaient bien appris les b.a.-ba du basketball. Ici, le score était moins important malgré la victoire des bleus de MBBC. L'essentiel était de participer au tournoi avant le début de la saison qui démarre le 1er février prochain. Au niveau des filles, c'est le centre NCA qui a su classer les autres centres et équipes engagées dans ce tournoi. Une belle prestation des filles du coach Tom qui confirme bien leur titre de championne dans la catégorie des juniors. Le parrain, heureux d'avoir réussi le pari d'organiser cette première édition, a remis aux vainqueurs des trophées et des balles de basketball pour continuer l'apprentissage. Après ce tournoi d'Iedrissa, il y a eu également un gala contre Ripopo contre DCC. On regarde les images et puis on se retrouve juste après. Tournoi des jeunes, mais aussi occasion de retrouvailles pour les anciens internationaux ivoiriens réunis au sein du Ripopo et du DCC. C'est un plaisir de retrouver les anciens et puis pouvoir partager ce moment-là avec les jeunes et faire un peu une petite jonction entre anciens et jeunes. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de réflexes. Hein. Attends, on peut plus jouer comme avant. Hein. Voilà, on essaie de se maintenir, c'est tout. D'Iedrissa, international ivoirien de l'épopée 81, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations à Mogadiscio en Somalie, est de retour au pays après de longues années passées en France. Dans un match de gala face à l'équipe de DCC, dur comme caillou, il a montré qu'il avait encore de beaux restes, malgré le poids et l'âge.
À ce niveau, je pense que c'est le collectif qui compte. Hein, je crois, voilà. Puis après, il y a un qui est chaud le soir. Eh bien, il faut lui filer la balle. C'était le cas. Mais bon, je m'en félicite. À droite mi-distance, il a aussi été précieux dans la raquette et le dispositif du coach Diadji Clément. Chacun a démontré un peu ce qu'il savait faire techniquement et puis je crois que la fête a été belle puisque le public a énormément apprécié, il y a eu l'applaudissement, etc., etc. Donc je pense que c'est bien. Adi Mathieu, Oulé Octave et Yanga Didier du DCC ont été débordés dès le début de la partie, notamment par l'adresse de Bassidi et de celle de Blé Alexandre, qui ont permis de garder une bonne avance à la mi-temps. DCC a tenté de réagir en fin de partie sans résultat. C'est un beau match, on joue entre anciens. On a plaisir à revoir jouer Diedrissa et deux grands joueurs de la place. Bon, je pense qu'à la fin de ce match, ça sera un plaisir pour tout le monde d'avoir joué ce soir et d'avoir produit du beau spectacle. On a vu que les anciens blancs ont toujours du métier et ils ont communiqué, ces anciens blancs ont communiqué ce savoir-faire-là à l'heure suivante. Et nous sommes très heureux que ce soit, ils ont montré beaucoup de choses. 37-23 pour le Ripopo à la fin du match. Une belle fête qui s'est poursuivie avec le match de gala des dames du Ripopo opposé aux juniors du NCA, un centre de formation. Une démonstration de fondamentaux faite par les anciennes. Passe, conduite de balle, position de tir au panier. Au-delà de la rencontre, c'est la joie d'avoir pu côtoyer les anciennes, les dévancières. Je constate que mes mamans, mes grands-mères sur le terrain avant de jouer les matchs formidables, franchement, ça m'a beaucoup marqué. Et j'aimerais être comme eux, quoi. Les anciennes nous ont montré qu'elles ont fait leur temps. Elles ont bien joué, elles nous ont même gagné. Et j'aimerais les féliciter aussi parce qu'elles nous montrent, les remercier surtout, parce qu'elles nous montrent comment était le basketball avant. Et maintenant, elle nous encourage encore plus à exceller et à mieux s'entraîner afin de mieux jouer le basketball. Daniel, on constate sur ces images que ça fait du bien au basket ivoirien de retrouver de beaux parquets. Oui, de beaux parquets, surtout avec les tournois qui s'organisent de plus en plus. Ça fait quoi, deux tournois déjà. Il y a un tournoi qui arrive le 18, là, le samedi prochain. Et c'est bien pour la mise en jambe avant le championnat qui va débuter le 25 janvier prochain, la N1, et puis le tournoi des jeunes. Et le championnat des jeunes, lui, va débuter le 1er février. Donc, on est en plein déjà dans la préparation des équipes. On va régler. Et puis, le temps, déjà la semaine, ce week-end dernier, la commission médicale a commencé le contrôle pour qualifier les joueurs et les joueuses qui vont participer à la N1. Donc, c'est bien de retrouver le parquet. Déjà qu'on a joué combien de saisons? 10 ans sans parquet. Et on se retrouve maintenant à la faveur de l'Afro-Basket qui a donné 2 salles à la Côte d'Ivoire. On va commencer à jouer maintenant au basketball. Alors, on va rappeler donc qui est Diedrissa. Ah, Diedrissa. Diedrissa, on a parlé de Boaké tout à l'heure. Diedrissa, c'est un joueur qui vient de Boaké. Il a passé beaucoup plus de temps à Boaké parce que son papa était le gardien du stade de Boaké. Et lui, tous les matins, il se levait pour aller apprendre à shooter, à retrouver ses repères. Et Diedrissa a été un poison. Quand on connaît les équipes de Boaké qui venaient affronter la Sec et l'Africa Abidjan, Diedrissa a été un grand joueur. Il était parti de l'équipe qui a remporté la première CAN à Mogadiscio, c'était en Somalie pour la Côte d'Ivoire. Et là, il y avait un entraîneur expatrié qui était à Boaké. Après la CAN remportée par la Côte d'Ivoire en 81, est parti avec Diedrissa en France, qui a joué à Limoges et qui a été un très grand joueur. Qui a été un très grand joueur. Et puis, on a pu le voir sur les images. C'était une très belle fête, il a encore de beaux restes. Et puis, c'est bien, à la faveur du tournoi des jeunes, qu'il parrainait d'ailleurs. Oui. Et il a réuni tous ses pairs, les anciens joueurs, les anciens internationaux autour de lui, pour d'abord soutenir les jeunes. Et puis, démontrer qu'il y a encore du basketball. La voie à suivre aux jeunes. La jeune fille a dit dans son élément, il faut poursuivre l'exemple des jeunes, des plus anciens qui ont joué au basketball, qui nous montrent qu'il y avait des fondamentaux d'abord. Parce que quand on regarde aujourd'hui certaines joueuses et certains joueurs, ils ne sont pas adroits. Il y a certaines choses qui leur manquent parce qu'ils ont sauté des étapes. Et il faut commencer par la base. Le B.A.B.A. du basketball, ce sont les fondamentaux. Les tirs, la conduite des balles
et les passes. Ah là là, on le sent inspiré là, on est parti. Mais on va rester avec toi, Daniel, pour parler de judo. La coupe Shinzo Abe s'est disputée bien évidemment ce samedi. On vous montre un résumé et puis on en parle juste après. Journée spéciale et inoubliable pour le judo ivoirien qui a reçu la visite du Premier ministre japonais, son Excellence M. Shinzo Abe, accompagné de son homologue ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Le ministère des Sports et Loisirs, la Fédération ivoirienne de judo et le mouvement sportif, tous ont voulu témoigner leur reconnaissance et leur gratitude au peuple japonais pour son soutien dans la promotion et le développement du judo en Côte d'Ivoire, en organisant une compétition par équipe au Palais des Sports de Treichville portant le nom du Premier ministre du Japon. La finale opposant Koumassi à Yopougon a été remportée par Koumassi qui a reçu des mains du Premier ministre Shinzo Abe le trophée du vainqueur. L'équipe finaliste est récompensée par le Premier ministre Kablan-Duncan. Pour marquer ce passage au Palais des Sports de Treichville, le Premier ministre Shinzo Abe a fait un don de matériel à la Fédération ivoirienne de judo, représenté symboliquement par la remise de judoji à un jeune judoka. Les autres équipes n'ont pas été oubliées. Tous les participants à cette coupe ont reçu des médailles des mains du directeur général des sports, Daouda Sekongo, représentant le ministre des Sports, des mains de l'intendant général Lassana Palanfo, premier président de la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée, et aussi des mains de M. Bamachek Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, venu soutenir son jeune frère Isaac Angbo. Le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a également pris un bain de foule avant d'immortaliser cette visite historique au judo par une photo de famille. Après les résumés, bien évidemment, les réactions, on y va. Oui, vraiment une très grande joie. C'était comme un défi pour moi de pouvoir avoir ce trophée dans la main du ministre japonais. Vraiment, je suis très content, très heureux vraiment. Une très grande journée pour nous, une très grande joie de pouvoir faire une compétition devant le Premier ministre japonais. Vraiment, c'est une très grande joie pour nous. On est vraiment très heureux de pouvoir faire ça. C'est un honneur de recevoir le Premier ministre japonais, puisque nous sommes issus d'un art martial japonais. Alors donc, il n'y a pas plus grand honneur que le Premier ministre vienne nous rendre visite. Une belle récompense parce que j'ai apprécié le travail fait par les enfants. Dès que nous avons composé les équipes, ils sont mis au travail. Il n'y a eu seulement que 3-4 jours pour préparer vraiment la compétition. Et j'avoue que je suis très content du résultat. Ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est l'engagement du peuple japonais à nous soutenir tout azimut. On a été sévrés pendant longtemps en regardant ce qui était donné à nos voisins comme le Ghana. On était un peu tristes. Ils ont protesté la crise. Aujourd'hui, Dieu soit loué, la crise est très loin derrière nous. Vive le retour du Japon en Côte d'Ivoire. Et voilà, donc on va revenir avec Daniel. Alors, est-ce qu'on peut nous préciser exactement pourquoi s'est déroulée cette coupe Shinzo Abe? Alors, Shinzo Abe, c'est le nom du Premier ministre japonais qui était en visite en Côte d'Ivoire, visite officielle. Et vous savez que le judo est issu d'un art martial japonais. Alors, le peuple japonais accompagne toujours la Fédération ivoirienne de judo. Vous avez vu les tapis, vous avez vu les judoji, ce sont les kimonos, les ceintures. Et chaque année, l'ambassade du Japon est aux côtés de la fédération pour organiser le championnat national, pour faire clore les jeunes talents. Et puis aussi, la formation des formateurs. Le directeur m'indiquait que cette année, il y a 2 Ivoiriens qui vont aller en formation au Japon, grâce à l'ambassade du Japon. Donc, c'est pour dire merci et rendre hommage au peuple japonais. Le premier responsable du Japon, le Premier ministre japonais, était à Abidjan, sur invitation du président de la République, Hassan Ouattara. Donc, le judo a senti bon de retourner l'ascenseur pour dire voici ce que vous nous avez donné, voilà les enfants que nous avons formés avec les moyens que vous avez mis à notre disposition. Donc, c'est à ce titre que la Fédération ivoirienne a organisé une coupe portant le nom du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Et je crois qu'il a été heureux de voir ces jeunes-là démontrer un peu ce qu'ils savent, ce qu'ils ont appris au judo dans les salles. Il faut dire que l'ambassade du Japon a toujours aidé la Fédération ivoirienne de judo. Et il y a même des coupes chaque année.
de l'ambassadeur en Côte d'Ivoire. Alors il y a quoi de plus logique si le Premier ministre arrive en Côte d'Ivoire? C'est tout à fait normal. Et c'était dans le programme officiel. Voilà. Dans le programme officiel. Il fallait montrer que le judo se pratique très bien ici en Côte d'Ivoire et se porte bien et c'est bien organisé. Et donc je pense que c'est un bon coup que le président Amboué Isaac vient de réussir. C'est une façon également d'amener les athlètes à s'intéresser davantage à ces disciplines, au judo. Ça va motiver encore ces jeunes-là. Parce que quand vous voyez le Premier ministre qui vous suit, qui vous régale, vous réussissez à montrer de belles choses. Lui aussi, il repart en se disant qu'il faut aider cette fédération. Vous allez voir que dans peu de temps, c'est une fédération qui va dire on a bénéficié de beaucoup de soutien. Et on peut le voir, on peut faire un constat net, la salle était pleine. Le judo a son monde, tout comme le taekwondo. Ils sont venus, les athlètes, ils étaient combien? Il y avait... C'était une compétition par équipe. Il y avait 6 équipes dans la salle et chaque équipe vient regorge de licenciés. Donc toutes les équipes sont venues avec tous les athlètes pour dire allons dire merci ou bien allons rendre hommage au peuple qui nous soutient, qui nous donne les moyens de travailler pour avoir des médailles. La Côte d'Ivoire vient d'avoir la jeune dame qui a parlé en premier, Zouleia d'Abonné. Elle vient de remporter une médaille de bronze, la finale de bronze à Nice, aux Jeux de la francophonie. Et le second, il est champion de Côte d'Ivoire, mais il a participé aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques à Londres. Roméo, malheureusement, il a été battu, mais c'est grâce aux moyens que l'État de Côte d'Ivoire et le peuple japonais mettent à la disposition de la fédération pour pouvoir travailler. Alors, on va rester dans le domaine des arts martiaux et parler à présent de karaté. Les karatékas étaient réunis ce samedi au Centre culturel de San Pedro. Il s'agissait pour la Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées de procéder à l'ouverture officielle de la saison 2013-2014. Les précisions avec Salif Ouattara. Avoir une fédération active pour la saison 2013-2014, c'est le vœu formulé par les adeptes du karaté-do au cours de la cérémonie officielle d'ouverture de la saison. Pour le président de la Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées, Jean-Claude Dié, il est impérieux que tous les clubs et athlètes participent à toutes les activités. Démonstration faite par Maître Zozo Tapé qui a été élevé au grade de ceinture noire 8e dan pour sa longue et importante contribution à l'évolution du karaté en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a permis de présenter à l'Assemblée le nouveau secrétaire général de la Fédération en la personne de Maître Jean-Marie Kwame, juge mondial de karaté, titulaire d'une ceinture noire 6e dan, et l'investiture du nouveau président de la Ligue du Bas-Sassandra, Yerbad Sissé, ceinture noire 1er dan. Durant ces 2 jours, les karatékas venus de toutes les villes du pays ont eu droit à des stages techniques et d'arbitrage. Voilà, on est de retour donc sur le plateau. On va parler à présent du lancement des activités du Conseil Café Cacao. Et vous allez le voir sur ces images, le personnel a tenu à faire du sport. C'était ce samedi. On va le résumer et puis juste après, on débriefe. Le personnel du Conseil Café Cacao s'est donné rendez-vous au complexe sportif de l'Université Félix Houphouët-Boigny pour le lancement des activités de son club sportif. Au programme, en guise d'échauffement, la gym Zumba Dance, activité à laquelle a personnellement participé la directrice générale du Conseil Café Cacao, Madame Massandje Touré-Lise, qui revient à notre micro sur le bien fondé de la pratique du sport en milieu professionnel. Il ne faut pas toujours être en train de presser les gens pour des objectifs. Il faut aussi favoriser, encourager tout ce qui permet le développement, le bien-être, la santé des collaborateurs. Après les allocutions des personnalités présentes, le coup d'envoi du tournoi de Maracana a été donné. La première rencontre opposée pour le trophée de la directrice générale, l'équipe de 92 à celle des anciens du campus. Ben Badi répond à notre micro avant la rencontre. Le sport, c'est un facteur de rapprochement et de gaieté. Donc je suis là ce matin pour faire la fête avec tout le conseil, tous les travailleurs, toute l'administration.
Victoire des anciens de 92 qui ont reçu leur trophée des mains de la directrice générale. La deuxième rencontre confrontée pour le trophée du PCA, le Conseil Café Cacao d'Abidjan, à leurs confrères de San Pedro. Victoire des représentants d'Abidjan, félicité par M. Anno Jean-Claude, représentant le PCA. Et pour clore cette journée sportive, les deux vainqueurs se sont affrontés. Le représentant du ministre de l'Agriculture, M. Koulibaly Siaka, s'est fait le plaisir de remettre le trophée du ministre à l'équipe de 92. On a eu du sport avec des personnes quand même d'un certain âge qui ont tenu à se lever très tôt le matin, à faire du sport. Et comme on le voyait dans l'élément tout à l'heure, la directrice générale a même souligné qu'en dehors bien sûr des activités professionnelles, il était important pour avoir de très bons résultats de se mettre au sport. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle vient de dire? Le sport, avant tout, c'est une chose tellement importante. Vous savez, il y a des gens qui, le matin, quand vous les voyez au travail, ils sont heureux, joviales, ils ont envie de tout faire. Parce que souvent, ce sont des personnes qui se réveillent à 5 h du matin pour faire le sport. Le matin, il est très en forme et il répond à tout. Donc, vous ne pouvez pas vivre sans faire le sport. Ce n'est pas possible. La plupart des maladies qui sont en nous, c'est parce que nous ne faisons pas assez d'efforts. Nous ne faisons même pas... Il y a des gens qui ne peuvent même pas marcher ici, Saint-Jean. Parce qu'ils se disent que c'est difficile et tout ça. Ça veut dire qu'en vous, il y a un problème. Et c'est pour ça que ceux qui travaillent tous les jours ont besoin de faire du sport. Et ça, c'est important. Ne pas faire du sport, moi, je pense qu'il faut même sanctionner cette personne. Ouh là là, attention. Vous avez sanctionné beaucoup de personnes. Alors, le sport, d'abord, on dirait facteur. On a dit facteur de rassemblement. C'est bien parce que les travailleurs d'une même entreprise se retrouvent au même niveau pour faire le sport. Et puis, sport, facteur de santé. Et c'est que prône la directrice générale pour que tout le monde puisse faire du sport, pour ne pas avoir des accidents cardiovasculaires, des surprises. Et quand on se retrouve devant le médecin, on vous dit vous avez tel problème, parce que vous ne faites pas assez de sport, mais vous ne faites même pas du sport du tout. Et vous êtes surpris. Voilà, vous êtes surpris. Il faut de temps en temps, tous les matins, relancer le moteur. Bouger un tout petit peu. Voilà. Ça fait du bien. Course sportive à présent, le dimanche 12 janvier 2014, près de 200 personnes ont pris part à une course sportive dirigée par le coach Serge Marjollet, venu tout droit de Bruxelles. Salif Ouattara y était, son résumé. Intitulé Flash Communication, ce cross populaire avait pour but de montrer à l'opinion publique comment l'on pouvait déployer la force énergétique à l'intérieur de chaque être humain. Ce qui a permis aux des participants de recouvrer une bonne santé, de s'alléger, de déployer la force en soi, la confiance en soi et faire éclore leur talent latent. Objectif, faire dépasser leurs limites, gagner des trophées à tout sportif, quelle que soit sa discipline. Cette activité sportive s'est achevée par un point presse au cours duquel les initiateurs du cross populaire ont demandé à tous d'adhérer à Flash Communication afin d'apprendre des techniques secrètes de communication nous permettant de mettre de la révolution dans notre évolution terrestre pour agir dans la matière et améliorer notre quotidien. Je vais demander demain à Salif cette technique secrète, ça m'intéresse. On va dire au revoir à nos téléspectateurs. On a déroulé 1h30 d'émission. C'est la fin. Déjà? Oui, c'est déjà la fin. On n'a pas vu passer le temps. Heureusement. On n'a pas vu passer le temps parce que tu étais bien. Ouh. Bien. Alors, une pensée quand même pour nos amis de la Ligue 2. Il faut dire que la Ligue 2 aussi, j'aime bien, une pensée quand même. Ça se passe très bien. Il y a de très beaux matchs. Je pense que le week-end prochain, en tout cas, courage à la Ligue 2. Moi, j'inviterai les basketteurs à venir le samedi prochain au tournoi d'avant-championnat. Ils ont raté beaucoup de choses le week-end dernier avec le gala Ripopo DCC, dur comme caillou. Mais malheureusement, ce jour-là, c'était pas assez. Voilà, ils ont été mous. Donc, il faut se ressaisir. Rendez-vous au Palais des Sports de Treichville pour le basketball. Allez, on a passé un excellent moment en votre compagnie. On vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas, le Ballon d'Or 2013, c'est Cristiano Ronaldo. À très bientôt.